l'amour dans la paix, a donné la liberté. Notre devoir sera d'être belle, de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce 8 novembre 2024. Merci de nous faire confiance et de nous suivre sur la meilleure des plateformes, le lieu où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci infiniment de votre fidélité et merci aussi pour tous les efforts consentis. Aujourd'hui, on aura deux sujets. Procès pour faux et usage de faux. Ce qui s'est passé au tribunal ce 6 novembre 2024. C'est un texte de notre frère Yacouba Doumbia et de ce qu'il a pu observer durant ce procès. Et le premier sujet qu'on va développer est tiré de l'avenir.ci. On parlera un peu des incohérences même du PPACI et de l'opposition en général qui sont dans une incohérence et dans une mauvaise foi qui ne dit pas son nom. Mais bien avant, nous avons un communiqué que nous souhaitons lire pour ceux que cela pourrait intéresser. C'est un communiqué de notre armée, de l'armée de la Côte d'Ivoire. Et c'est un communiqué qui nous parle de l'ouverture d'un concours. Pour ceux qui veulent entrer dans l'armée de l'air, c'est bien sûr de cela qu'il est question. Et c'est de cela que cet article nous parle. Ce communiqué, si vous voulez. Et voici ce que le communiqué nous dit. Présélection des candidats potentiels pour des formations spécifiques dans le métier de l'armée de l'air. Le ministre d'État, ministre de la Défense, porte à la connaissance de la population qu'il est organisé une présélection des candidats potentiels pour des formations spécifiques dans les métiers de l'armée de l'air. Ces tests qui auront lieu du 25 novembre au 12 décembre 2024 dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké sont ouverts aux jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne remplissant les conditions suivantes. Première condition, être titulaire d'un bac scientifique CDEF et être âgé de 21 ans au maximum. Deuxième condition, être titulaire d'un bac plus 3, un bac scientifique CDEF et être âgé de 23 ans au maximum. Pour les informations complémentaires, les intéressés sont priés de se rendre ce mardi 5 novembre 2024 sur les sites suivants. Abidjan, vous devez vous rendre à la base aérienne d'Abidjan. Si vous êtes à Yamoussoukro, vous vous rendez au groupement 2 de la garde républicaine. Et si vous êtes à Bouaké, vous vous rendez à la base aérienne de Bouaké. Fait à Abidjan le lundi 4 novembre 2024, le général de corps d'armée Lansina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et donc, chers parents, pour ceux que l'armée de l'air intéresse, être pilote, mécanicien, tout ce qui se rapproche à ce que nous appelons l'aviation, si vous avez un âge qui est compris entre 21 ans et 23 ans, si vous avez le bac, mais ce n'est pas n'importe quel bac, ça doit être le bac scientifique. Et donc, si vous avez un bac
C, un bac D, un bac E ou bien un bac F, si vous avez ça et que votre âge ne dépasse pas 21 ans, l'armée de la Côte d'Ivoire est prête à vous permettre de pouvoir entrer dans les métiers de l'armée de l'air, de l'armée de Côte d'Ivoire. S'il se trouve que tu as plus de 21 ans, là, la condition change un peu. Il faut maintenant qu'en plus du bac, tu aies un bac plus 3. Et donc, c'est le même type de bac, le bac scientifique C, D, E, F, plus 3 années d'études supplémentaires ajoutées au bac. Et votre âge maximum sera de 23 ans. Comment on fait pour s'inscrire? Pour s'inscrire, les inscriptions ont débuté depuis le mardi 5 novembre 2024. Les inscriptions se font où? Les inscriptions, si tu es à Abidjan, tu dois aller à la base aérienne d'Abidjan. Si tu es à Yamoussoukro, tu dois aller au groupement 2 de la garde républicaine. Et si tu es à Bouaké, tu vas à la base aérienne de Bouaké. Ça, c'est là-bas qu'il faut s'inscrire. Quels sont les dossiers qu'on va te demander? Les dossiers qu'on va te demander là, les endroits que je viens de te citer, base aérienne de Bouaké, garde républicaine de Yamoussoukro et la base aérienne d'Abidjan, c'est là-bas que tu vas aller déposer les dossiers là. Les dépôts, c'est depuis le lundi 4 novembre jusqu'au 15 novembre 2024 à 12 h, c'est-à-dire à midi. Donc, tu peux encore aller déposer tes dossiers là-bas. Quels sont les papiers qu'il faut donner quand tu arrives à la base aérienne? Les papiers que tu dois donner là. Tu envoies une photocopie de ta carte nationale d'identité, une photocopie de ton bac, une photocopie du dernier diplôme universitaire que tu as obtenu et une chemise à rabat à prendre sur place. Voilà les 4 choses qu'il faut avoir comme document à déposer. Maintenant, tous les 4 documents qu'on vient de te dire, à part la chemise à rabat à prendre sur place là-bas, tout le reste, tu les as déjà. Et donc, tu as l'original de ta carte d'identité, tu as l'original de ton bac et tu as l'original de ton tout dernier diplôme universitaire. Ça, c'est bien. Ce que tu vas faire, tu vas, comme on te l'a dit déjà, avec les photocopies, mais tu vas avec les originaux. Maintenant, avant de déposer tes dossiers, ils vont regarder et ils vont vérifier les originaux et les photocopies. Et une fois que tout est clair, on va te remettre ta carte d'identité en original, on va te remettre ton bac en original, on va te remettre ton diplôme en original. Eux vont garder la photocopie là. C'est tout. Maintenant, une fois que tu as été sélectionné pour les tests, il faut savoir que il y aura des épreuves académiques en mathématiques. Ça veut dire, on va tester vos niveaux en mathématiques, en sciences physiques, en électricité et puis en français. Donc, on va tester vos niveaux sur ces 4 matières. Mathématiques, sciences physiques, électricité et puis français. Après ce test écrit, les candidats qui seront retenus vont subir des tests psychotechniques complémentaires. On va donc faire d'autres tests pour pouvoir finaliser le dossier et vous pouvez, si vous êtes choisi à la fin, déjà rêver à un métier dans l'armée de l'air de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui le voudraient. Le premier sujet a pour titre « Révision de la liste électorale ». Le PPACI étale son incohérence et sa mauvaise foi. À 5 jours de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, le PPACI a décidé de verser dans ce qu'il sait faire le plus,
la manipulation et le dilatoire. Normalement, nous nous approchons de la fin de la révision de la liste électorale. Et tous les partis politiques qui avaient dit et qui devraient surtout profiter de cette occasion pour montrer leur poids politique n'ont pas utilisé cette opportunité. Mais qu'est-ce qu'ils ont plutôt fait? Ils cherchent plutôt à déstabiliser cette opération-là pour la faire patiner. Et donc, pour réussir ce jeu, il faut donc trouver tous les arguments. C'est en ce sens que, en début de cette semaine, Sébastien Danois-Djedje s'est mis dans un exercice d'incohérence et de mauvaise foi. Ah, la CEI, il n'y a pas de représentants ici. Ici, là, il n'y a pas de bureau. Ici, là, ils n'ont pas de papier. Ici, là, ils n'ont pas de bic. Ici, là, ils n'ont pas ceci. Ici, là, c'est comme ça. Ça veut dire tout ce qu'on peut reprocher. Ils ont fait ces reproches-là. Et il n'y a rien qui a manqué. Mais à la vérité, à part eux, personne ne se plaint. Ni la population, ni les autres partis. Parce que vous n'êtes pas les seuls partis. Et les opérations se passent très bien. S'il y avait des manquements, les uns et les autres en auraient fait cas. Et ce qu'on a compris, c'est encore une fois de plus une séance de manipulation, mais une séance de vadrouille que je vais appeler ici carrément du dilatoire. Il était simplement en train d'essayer de vendre du vent à ceux qu'ils peuvent encore manipuler. Sinon, eux-mêmes dans leurs propos, c'est tellement incohérent qu'il faut être à leur place pour ne pas être capable de s'écouter. À 11 mois de l'élection présidentielle pour laquelle ils peinent à se trouver un candidat, le PPACI continue de s'illustrer de la mauvaise des manières sur la scène politique. Voilà des gens qui en réalité n'ont pas les militants. Voilà des gens en fait qui ont tenu des propos contradictoires. Quand vous dites à vos militants, la CEI n'est pas crédible, est-ce que vous avez encore le courage de leur dire d'aller s'inscrire? Voilà des gens qui savent très bien que nul n'est au-dessus de la loi, mais ils disent à leurs concurrents de les aider à violer la loi pour eux, en faisant de Laurent Gbagbo candidat. Voilà des gens qui sont incapables de trouver un candidat parmi eux-mêmes, parce qu'eux n'ont jamais été capables de s'assumer. Et donc, ces réalités que je viens de citer, c'est-à-dire le fait d'être minoritaire, le fait d'avoir tenu des discours contradictoires qui aujourd'hui embrouillent leurs militants, le fait de ne pas être capable d'avoir une autre alternative autre que l'adoration de Laurent Gbagbo, parce que pour eux c'est un dieu, donc eux ne peuvent pas se départir, se détacher de leur dieu. Au lieu de dire que ce sont ces raisons qui les empêchent aujourd'hui de pouvoir évoluer sur la scène politique, on vient accuser la CEI de tous les noms d'oiseaux, alors que ça se passe devant nous tous et nous tous nous voyons la réalité. C'est une très mauvaise manière de se présenter sur la scène politique. On le sait. La mauvaise foi et la roubladise sont inscrites dans l'ADN des principaux dirigeants du PPACI. Mais, en ce 21e siècle, Laurent Gbagbo et les siens devraient reformater leur logiciel populiste qui ne fait plus recette. Mais à la vérité, c'est assez triste, mais il faut le dire. Quand tu essaies quelque chose, que ça a pu marcher en 2010, ça, il faut tenir compte des éléments qui ont fait que ça marchait. Il n'y avait pas assez de télévision, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas aujourd'hui l'accès à l'information. Et beaucoup, en 90,
la majorité qui vivait dans les zones reculées, il y a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent dans les villes. Les mentalités ont changé. Les différentes réalités de notre société ont permis aux gens de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais quand vous, qui vous estimez être des politiciens, vous ne faites pas votre aggiornamiento, vous ne faites pas votre mise à jour politique, vous ne faites pas la mise à jour de votre logiciel, vous vous dites non, c'est par la manipulation que nous on va toujours réussir. C'est toujours en criant, en essayant de crier pour faire peur aux gens, en disant le pays va brûler. Vous n'avez pas le monopole de l'amour de ce pays. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Mais au contraire, c'est vous-même qui avez toujours brûlé le pays. Et c'est contre vous que le peuple devra aujourd'hui se lever pour vous apporter une sanction des plus implacables. Et donc, aujourd'hui, que nous avons l'Internet, que nous avons aujourd'hui les moyens qui permettent aux gens de s'éduquer eux-mêmes et de comparer plusieurs réalités, vous avez raté un tournant historique, celui de n'avoir pas été capable de comprendre que 1990, 2000 sont complètement différents de 2010 et de 2024, voire 2025. Le populisme du PPAC et de Laurent Gbagbo, ça ne marche plus. Quand on met les VAR en face de vous, vous n'avez que votre honte à digérer et puis à vous cacher le plus rapidement possible. Quand vous voulez mentir pour dire que Laurent Gbagbo était populaire, comme quelqu'un voulait le faire croire en 1990, et qu'on vous fait sortir l'histoire pour vous dire Laurent Gbagbo n'a eu que 14%, quelqu'un, sur chaque 100 Ivoiriens, si c'est 14 personnes qui t'ont voté, si cet échec-là est un succès pour vous, c'est que vous n'avez rien compris de ce que c'est que être populaire. En réalité, si Laurent Gbagbo et sa bande ne changent pas de méthode, c'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour l'intelligence même des Ivoiriens. Et donc, c'est parce qu'ils se disent qu'il faut continuer à infantiliser le peuple, à infantiliser les mentalités pour que eux, ils puissent toujours abuser du peuple. Sinon, quand on a du respect pour un peuple, on lui dit la vérité et on lui montre ce qu'on peut faire et on ne cherche pas à manipuler ce peuple. Un parti qui ne respecte même pas ton intelligence, est-ce que tu mérites de suivre ce parti? Et c'est ça le PPAC et l'opposition ivoirienne en général. Dans le cadre de la révision de la liste électorale qui doit prendre fin ce dimanche 10 novembre 2024, le PPACI, dans une vraie posture alambiquée, avait appelé ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales, tout en continuant de jeter aux orties, l'institution en charge de conduire le processus. Et donc, votre propre piège est dans ce que vous-même vous avez appliqué. Tu ne peux pas dire à tes militants, allez vous inscrire massivement et en même temps continuer à saboter cette institution. Entre-temps, le RHDP, lui, il est rentré dans les hameaux, il est rentré dans les villages, il est rentré dans les campements, il est rentré dans les villes, il est rentré dans les cercles des jeunes et tranquillement, il a pu débusquer ce qu'il a pu. Dès le départ, l'on savait tous que le PPACI est en panne sèche de stratégie, n'avait aucune approche pour amener ses militants à adhérer massivement à un processus qu'il a longtemps voué aux gémonies. Et donc, quand tu sabotes quelque chose, après, toi-même, tu auras toutes les difficultés pour approcher tes militants. Et ça a été ça, le piège dans lequel le PPACI est tombé. La manipulation s'est retournée contre le PPACI. Mais la sortie, en ce début de semaine, de Sébastien Dano-Djedje, traduit éloquemment le manque de sérieux du PPACI et de ses responsables. Dans des diatribes, Sébastien Dano-Djedje estime qu'au regard des observations et analyses recueillies sur le terrain,
l'opération de la révision de la liste électorale s'apparente à une escroquerie d'ordre intellectuel, politique et social. Comment vous pouvez sortir comme l'a fait Sébastien Dano Djedje, je pense que c'était le lundi passé, pour dire que la révision de la liste électorale qui se passe en 2024, du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024, quand tu sors pour venir dire que pour vous, cette révision, c'est de l'escroquerie morale, politique et sociale, est-ce que tu peux encore encourager tes militants à adhérer à cette escroquerie intellectuelle, politique et sociale? Voilà surtout le discours politique qui a confondu vos militants et qui n'ont à la fin pas du tout compris où il fallait aller. Mais en réalité, vos militants et vous savez que vous êtes plus que minoritaires. Et c'est ce que vous ne voulez véritablement pas assumer. Et c'est ce que vous voulez cacher en voulant jeter le discrédit sur certaines institutions. Mais à la fin de la journée, c'est ce que je disais. Même si on laisse 1000 ans pour faire la révision de la liste électorale, pendant 1000 ans, l'opposition aura le même comportement. Et dès le début, les institutions de l'État et la CEI doivent se montrer très rigoureuses, mais très sérieuses dans leur approche pour ne pas rentrer dans un patinage avec ces personnes-là. Parce que quand toi-même là, tu as ton propre piège, tu dis que aller s'inscrire, c'est une escroquerie intellectuelle. Aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est une escroquerie politique et sociale. En même temps, est-ce que tu peux dire à tes militants de t'inscrire? Ça, c'est ce qu'il nous disait le lundi passé là. Dans un premier temps, le PPACI dénonce une gestion centralisée et opaque de la CEI qui entache la crédibilité et la transparence de l'opération. Mais ce qu'il oublie, celui-là qui se dit docteur, c'est qu'il oublie que la CEI, même dans sa formation, il y a la CEI centrale qui existe. Eux n'ont pas critiqué ça. Eux, ils ont des membres dans cette CEI centrale. Ils n'ont pas critiqué ça. Mais aujourd'hui, il vient dire que cette CEI centrale-là, cette CEI centralisée, c'est ce qui entache la crédibilité de l'opération. Il n'y a pas de problème. Dites à vos représentants de démissionner de cette CEI centrale. Aussi simple que ça. Dites à vos militants, mais s'il n'y a pas de structure dans une organisation, comment est-ce que l'organisation peut fonctionner? Bon, c'est bien beau de critiquer. Bon, cette CEI centralisée là, elle n'est pas bien. Mais tout ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu proposes? C'est trop facile d'être dans les complaintes. Ça, c'est comme musique Zouglou. Toujours en train de se plaindre. Mais donnez la solution. Voilà. Nous, on n'aime pas ça. C'est comme ça, c'est pas bon. Mais voilà ce qu'on propose. Quand on dit qu'on est quelqu'un qui est un intellectuel, quand on dit qu'on est quelqu'un qui critique quelque chose là, ce que tu n'aimes pas là, quand tu as fini de dire là, tu montres en disant ce qui est bien. Et puis maintenant, les gens m'ont dit vraiment, voilà ce qui est bien. Ou bien ils vont comparer. Et donc, quand tu fais une critique, une complainte, pour juste critiquer, ça devient du bavardage. Et ça prouve que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Parce que dans vos propos, ce sont des complaintes que vous alignez, mais sans jamais être capable de donner une seule solution. Et ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Cette stratégie d'être là pour se plaindre, crier, ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Parce qu'on cherche aujourd'hui les gens qui ont la solution comme Ado Solution. Mais de quoi parle au juste Dano Djedje et le PPACI? C'est la question qu'il faut se poser. Tout ce qu'ils disent là-haut, ils parlent même de quoi? Comment un parti qui a désigné un représentant à la commission centrale en la personne de Demba Traoré peut parler de centralisation des opérations et de gestion opaque dans chaque région? Donc si vous dites que la CEI centrale là, elle est opaque,
Ça veut dire que votre représentant qui s'appelle Demba Traoré, vous le désavouez. Parce qu'il est dans la CEI centrale. Et aussi dans chaque région. Tous les représentants de l'opposition que vous avez nommés sont dans l'opacité. Et donc, vous les désavouez. Finalement, c'est totalement normal que vos militants soient confus. Parce que votre langage est complètement en déphasage avec même la réalité. Vous êtes dans des discours visqueux, dans des discours caverneux qui finissent même par dérouter complètement vos propres militants. Et vous-même, il n'y a pas de logique interne dans ce que vous dites. Au lieu de se plaindre là, dites à votre représentant qui est dans la commission centrale de la CEI, qui s'appelle Demba Traoré, dites-lui de démissionner. Vous allez entendre s'il va vous dire la même chose ou pas. Il va vous dire c'est faux. Donc ça veut dire que ce que vous dites là, c'est faux. Parce qu'il n'est pas le seul. Vous avez aussi vos représentants dans les CEI centrales de chaque région, de chaque département, de chaque sous-préfecture, de chaque commune. Dites à eux aussi de démissionner. Mais pourquoi vous ne leur dites pas de démissionner? Et dites-leur de démissionner. Vous allez voir s'ils vont accepter de démissionner. Ce que vous faites là, c'est simplement une fuite en avant pour montrer votre incapacité à mobiliser la population. C'est ça la réalité. Et quand vous n'avez pas les capacités de mobiliser la population, ce n'est pas la CEI que vous allez accuser. Parce que la meilleure manière d'accuser là, c'est de prendre des actes concrets, c'est de quitter la CEI à travers vos représentants qui sont dans la commission centrale. De plus, 2 semaines après son lancement, incapable de dire ce qu'il a fait pour amener les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale, le PPACI a sorti des arguties loufoques comme des interprétations approximatives, abusives et tendancieuses des textes pour exclure des citoyens ou les décourager à ne pas adhérer au processus. Bon, tout ce qu'on est en train de dire là, vous les opposants là, depuis que le processus d'enrôlement a commencé là, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour encourager les Ivoiriens à aller s'inscrire? Bon, laissons les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vos 12 millions, vos 8 millions, vos 4 millions de personnes que vous aviez dans vos imaginaires, qu'est-ce que vous avez fait de façon concrète pour les amener à aller s'inscrire sur la liste électorale? Rien. Restez dans les coins à tenir des arguments fallacieux, des propos sans technique, à se jouer les hommes de droit pour parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas, juste pour manipuler les gens. Mais c'est ça aussi les bénéfices. On dit tout ce que tu fais là, ça vient avec des conséquences. Vous vouliez manipuler les gens, mais les gens vous ont montré qu'ils sont plus matures que vous et que vos bavardages, ça ne les intéresse plus et que vos petits jeux d'escroquerie ou bien de petits vagabonds sans domicile et sans asile ne marchent plus. Parce que vous ne voulez pas respecter le peuple. Le peuple a grandi, mais vous êtes restés dans vos anciennes et sales méthodes. Comment peut-on objectivement avancer de tels arguments dans un contexte où l'on accuse même la CEI et son président de faire de la surcommunication? Et effectivement, dans leurs arguments, ils disent que le président de la CEI, Koulibaly Kubière et autres, qui donnent trop d'informations. On dit, on n'a jamais entendu ça. Que le président de la CEI, avec la CEI, donne trop d'informations. Eux n'aiment pas ça. C'était parmi... Quand vous partez lire ce qu'il a écrit là, ça fait rire. Il dit que la CEI et son président donnent trop d'informations. Aïe. Mais s'ils ne donnaient pas des informations, c'est là qu'on les aurait accusés. Aujourd'hui, c'est vous qui sortez. Donc, le peuple devait rester dans l'ignorance. C'est parce que quand vous sortez pour faire des mensonges, la CEI aujourd'hui sort pour dire la vérité aux Ivoiriens. Mais pourquoi on va cacher la vérité aux Ivoiriens pour que vous puissiez les manipuler? Ça encore, ça les a fait mal. Ils disent
pourquoi la CEI et Koulibaly Kubier viennent. Et puis, quand ils disent quelque chose, la Koulibaly Kubier et puis la CEI sortent avec les preuves et puis mettent devant tout le monde. Que eux n'ont pas aimé ça, que eux n'ont pas aimé ça, que eux ils ont appelé ça la surcommunication. Ça veut dire qu'on donne trop d'informations aux Ivoiriens, ça fait que eux n'arrivent plus à manipuler les Ivoiriens. C'est là moi-même j'ai dit, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Mais ce n'est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas, Danon Diédié demande une prorogation de 3 mois de l'opération de la révision de la liste électorale. C'est pas ce que je vous disais. Depuis longtemps là, est-ce que vous avez entendu quelque part d'autre quelqu'un vous dire n'allongez pas la date? Après tout ce qu'il a dit là, parce que ce qu'il oublie là, pour que le PPACI puisse un jour nous apporter hypothétiquement par miracle des gens, il faut que la CEI arrête de communiquer pour qu'elle puisse manipuler les gens. Il faut que la CEI demande à tous les membres du PPACI qui sont dans la CEI centrale de toutes les régions, de toutes les communes, de démissionner. Or, ces représentants ne vont pas démissionner parce qu'ils savent que leur parti est dans le mensonge. Et puis, actuellement, là, eux gagnent leur mangement. Donc, eux ne vont pas démissionner. Et les Ivoiriens aussi ne vont pas se laisser manipuler. Mais, par extraordinaire, si M. Koulibaly Kubier arrêtait la surcommunication, arrêtait d'informer les Ivoiriens correctement, et que le PPACI arrivait à manipuler les Ivoiriens, il demande maintenant qu'on leur donne 3 mois pour faire la révision de la liste électorale. Ça, c'est ce que le PPACI demande. Le PDCI va demander peut-être 1 an. Si on doit jouer à ce jeu-là, nous, on va demander 10 ans pour réviser la liste électorale. Et donc, vous comprenez que le problème, il n'est pas dans le temps qui a été donné, mais le problème, il est dans la manipulation. Parce que les arguments qu'on vous donne, que ces personnes prennent pour essayer de dire, vous dites que quelque chose n'est pas bien. Vous dites que la CEI même là, c'est de l'escroquerie morale et politique. Vous dites que le président de la CEI et l'institution CEI donnent trop d'informations aux Ivoiriens. Et en même temps, vous leur dites, bon, laissez 3 mois encore pour qu'on puisse durer dans cette escroquerie politique et morale. Est-ce que vous comprenez? Vous dites encore à Koulibaly Kubier, pendant 3 mois, il ne faut pas parler. Pendant 3 mois, la CEI ne doit pas donner d'informations. Tout ce que nous, on va dire là, il faut que vous laissez ça comme ça. Là, maintenant, nous, on va accepter 3 mois encore pour que cette escroquerie puisse continuer. Parce que pour vous, la révision sur la liste électorale est une escroquerie politique, morale et sociale. Et vous demandez qu'on laisse cette escroquerie, c'est ton mot, ce sont tes propos que je prends, qu'on laisse cette escroquerie morale, politique et sociale être exercée sur les Ivoiriens encore pour 3 mois. Ça veut dire que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous reconnaissez implicitement que la CEI n'a pas de problème, mais que c'est vous le problème. C'est comme un malade qui a une maladie grave et en même temps qui se plaint de son médecin. Mais quand le médecin veut quitter, il dit non, je me suis plaint, mais il faut rester, C'est la même chose que l'opposition ivoirienne est en train de faire. Vous n'aimez pas la CEI, mais vous ne quittez pas dans les institutions de la CEI centrale. Mais en même temps aussi, vous voulez que l'opération continue sur 3 mois. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est cette confusion-là qui a fait que vos militants ont honte aujourd'hui d'aller s'inscrire. Parce que vous-même, les propos que vous tenez là, ça fait honte. Quand vos militants regardent là, eux-mêmes ils disent, mais est-ce que les gens là-même, ils se regardent? Est-ce qu'ils écoutent ce qu'ils disent? Et puis c'est sur nous, ils nous prennent en commun. Pour des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, savent-ils ce que coûtent les 3 semaines de l'enrôlement avec 12 000 centres ouverts? Quand on vous dit qu'on ne peut pas continuer, ce n'est pas parce que il y a quelque chose à cacher. Il y a 12 000 bureaux de vote qui sont ouverts. Dans les 12 000 bureaux de vote, il y a combien de personnes? Prenez chaque bureau, il y a combien de personnes? Ça coûte combien? Si on doit prolonger encore de 3 semaines, qui va payer l'argent là? Parce que quand ils demandent quelque chose, il faut être capable de payer le prix qui va avec. Si on doit prolonger de 3 semaines,
Les 12 000 bureaux de vote qui ont été ouverts pour les enrôlements, là, qui va s'occuper de payer ceux qui vont être dans les bureaux? Donc, eux, malgré qu'eux ont dirigé le pays, là, eux ne savent pas que la CEI, là, est observée tant au plan national qu'international. Et tout acte de cohérence et d'incohérence de la CEI est noté. C'est tout ce que la CEI fait là. Que ce soit bien ou mal, les observateurs sont là et ils observent. Et donc, parmi ce qui est une obligation sur la tête de la CEI, il y a les dates que la Constitution impose et il y a les dates que le Code électoral impose. Et donc, vous n'êtes plus au courant de ça. Et donc, vous voulez qu'on viole la Constitution pour que demain, vous puissiez avoir le terrain pour venir dire vous n'avez pas été capable de respecter vos engagements en fonction de la Constitution et en fonction du Code électoral. Et donc, vous qui êtes les gens de la CEI, si vous n'avez pas été capable, nous on criait ici, il faut augmenter, vous avez augmenté les dates là. Maintenant là, toutes les dates sont passées. Et en fonction de la Constitution et en fonction du Code électoral. Donc, vous n'êtes pas crédible. La CEI devient comment? Mais votre jeu que vous êtes en train de faire là, c'est ça que nous on sort pour montrer aux Ivoiriens. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que votre petit jeu là, ça peut marcher avec des gamins, peut-être qu'ils sont en train de jouer des billes, mais les gens intelligents, les Ivoiriens, ça ne les prend pas. Comment le PPACI peut laisser des millions d'Ivoiriens qui sont dans le pays profond, à Gagnoua, à Man, à San Pedro, à Bondoukou, à Korogo, et proclamer l'échec de l'opération de la révision de la liste électorale, tout simplement parce que la CEI n'a pas ouvert des centres dans les États contrôlés par des terroristes. Ils ont aussi dit que, parce que moi j'ai lu le document, hein, donc ça me permet de comprendre l'idée profonde de l'article de ce journaliste. Ils disent que pourquoi la CEI n'a pas ouvert des bureaux au Mali, au Burkina et au Niger. Il a aussi dit ça. Moi, j'ai lu l'article. Donc, je sais très bien de quoi. Le journaliste ici, lui, n'a fait qu'une synthèse. Mais moi, je sais ce que vous avez dit. Et je vais dire ça aux gens ici en public. Ils ont dit ça. Que non, au Ghana, là, que ça a été ouvert, au Togo, ça a été ouvert, mais qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. Vous-même, là, cherchez des représentants pour les amener au Sahel là-bas, pour aller, on va vous donner les ordinateurs là, avec tout le fichier électoral là, et puis vous-même là, vous allez aller là-bas, et puis vous allez vous asseoir là-bas pour ouvrir des bureaux de la CEI dans le désert de l'Azawad, ou bien à Bamako, ou bien à Niamey, ou bien à Kaya, ou bien à Ouagadougou. Comment on peut demander à des gens d'aller se suicider dans le désert? Mais c'est pas grave. Comme vous êtes en train de dire qu'on n'a pas ouvert des centres d'enrôlement dans des États terroristes que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Maintenant, on vous dit, donnez une liste des personnes. On va vous donner les ordinateurs même de la CEI, là, les ordinateurs là. Puis on va vous dire, allez vous installer là où vous voulez, au palais même. Là, comme ça, on va voir si vous pourrez. Voilà des gens qui n'ont rien à dire aux Ivoiriens. Au lieu de se plaindre qu'il n'y a pas eu de bureau qui soit ouvert à Gagnoua, Man, San Pedro, Bondoukou, Bouaké, Abidjan, ils ont vu que tous les bureaux étaient ouverts là-bas. Mais eux qui ne sont pas partis au Mali, au Burkina, ils trouvent l'occasion de savoir qu'il n'y a pas de bureau là-bas. Le jour que vous serez prêts là, faites une demande et puis montrez les gens qui vont partir là-bas, au Burkina, Mali, pour aller faire l'enrôlement. On va les inscrire dans les pays de l'AES. Et puis maintenant là, vous allez faire là-bas. Vous avez compris. On dit à chaque problème là, il y a une solution. Sinon, la vraie Côte d'Ivoire qui vote et les États sérieux, tous les bureaux de vote ont été ouverts. Maintenant, venez nous dire qu'il n'y a pas eu de bureau de vote qui soit ouvert au Burkina, au Mali, au Niger. Envoyez-nous vos représentants. Là, comme ça, on va demander aux gens de l'AES de bourrer les urnes pour que vous gagnez là-bas. L'autre argument qu'avance le PPACI pour dire que l'opération a été un échec consiste à dire que la CEI n'a pas ouvert des centres dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sur ce point,
l'on pouvait comprendre. M. Danon Djedje, s'il fait preuve d'une petite once de lucidité et de réalisme politique. Danon Djedje est universitaire, connaît la situation qui prévaut actuellement dans les pays de l'AES. Il sait que ces 3 pays qui sont dans une instabilité chronique sont dirigés par des militaires qui menacent la Côte d'Ivoire. Donc lui ne sait pas qu'aujourd'hui, les gens de l'AES, leur premier objectif, c'est de s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Lui ne sait pas que là-bas, ce sont des putschistes qui sont au pouvoir. Lui ne sait pas que là-bas, les terroristes contrôlent la majorité du pays. Lui ne sait pas que dans ces pays-là, la CEI, même en Côte d'Ivoire, pour inscrire les gens là, la CEI a négocié avec les écoles, a négocié avec des institutions académiques pour pouvoir faire les enrôlements. Aujourd'hui, la moitié des écoles dans les pays de l'AES sont fermées. C'est où ils vont aller faire leur enrôlement. C'est où ils vont aller. Même en Côte d'Ivoire, la CEI n'a pas de bureau dans tous les coins. Et c'est pourquoi le dernier discours de M. Kubert, avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire pour les États-Unis, où il est actuellement, il a remercié les chefs d'établissement qui leur ont donné des petits coins pour qu'ils fassent leur enrôlement. Bon, quand tu prends le Mali, le Burkina, le Niger, presque toutes les écoles sont fermées là-bas. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la rentrée au Mali n'avait pas eu lieu. Ils avaient dit que c'était le 4 novembre, mais ça n'a pas pu. Pourquoi? Parce que les djihadistes ont récupéré toutes les écoles. Bon, c'est où maintenant on va aller inscrire les gens? Dans les pays de l'AES, vous allez trouver des sites. Ça aussi, vous devez prévoir ça. Comment le PPACI peut laisser des millions d'Ivoiriens qui sont dans le pays profond, à Odiéné, à Goïtafla, à San Pedro, à Bonoukou, à Korogo, à Nassien, et proclamer l'échec de la révision de la liste électorale, tout simplement parce que la CEI n'a pas ouvert de centre dans des États contrôlés par des terroristes. Il est vrai qu'en la matière, une voix est une voix, mais parfois, il faut quitter les sentiers battus de la politique politicienne et savoir garder raison. Même quand on dit qu'on veut mentir, même quand on dit qu'on veut rabaisser son intelligence, même quand on veut moutoniser ses partisans. Pour quelqu'un qui se dit professeur d'université, moi je dis Dieu merci que Dieu nous a permis de vite échapper parce que des gens comme le Boga Sako, des gens comme le Sébastien Danon Djedje, si c'est ces gens-là qui enseignent dans les universités de Côte d'Ivoire, vraiment, j'ai pitié pour les étudiants ivoiriens. J'ai vraiment pitié pour les étudiants ivoiriens parce que même dans les rapports au réel, pour dire les choses et être capable d'avoir une cohérence dans le discours interne, ces personnes ne sont même pas capables. Même pour tenir un petit débat, ces personnes n'ont pas l'intelligence et le niveau intellectuel. Et ça fait pitié. Et Dieu merci que nous autres, nous ayons échappé à cela. Et donc, chers parents, ne vous laissez pas manipuler. C'est quand on sort pour venir dire des vérités simples comme ça, mais très profondes, pour les démystifier là. C'est ça qui les fait mal. C'est ce que j'expliquais une fois à une personne. En fait, ce qu'ils font, c'est un peu comme les magiciens de Moïse. Lorsque les magiciens ont lancé un défi à Moïse, ils lui ont dit, toi là, on va te démystifier. Ton Dieu là, on va montrer qu'il n'est rien. Mais les magiciens, comme on le dit bien, ils étaient dans la magie. La magie, c'est l'influence des manipulations. La magie, c'est d'abord la manipulation. Et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Contrairement à ce que certains pensent, que non, Moïse a lancé son bâton est devenu un serpent. Mais si Moïse fait la même chose que les magiciens, c'est que lui-même il est devenu un magicien. Ah, donc le Dieu de Moïse s'adapte. Quand Moïse fait de la magie, ce n'est pas une magie. Non, Moïse n'a pas lancé son bâton qui est devenu un serpent. C'est faux. Bon, ce qui s'est passé là, comment on appelle ça? Ça s'est passé chez nous ici en Afrique. Donc nous on sait ce qui s'est passé, on connaît. Si tu es fâché là, même aujourd'hui les Hausa font ça. On prend code.
Les femmes puisent l'eau avec là. Ils font de l'influence mentale. Tu vois ça comme un serpent. Mais en réalité, est-ce que parce que tu vois quelque chose comme, est-ce que c'est la réalité? Sinon, quand tu t'arrêtes au loin sur le goudron à midi là, quand tu regardes, tu as l'impression qu'il y a l'eau. Alors que c'est l'effet de la chaleur. Ça veut dire que nos sens sont trompeurs. Nos sens peuvent nous tromper. Nos sens peuvent être illusoires. De la même manière que notre esprit peut nous tromper. Par exemple, je prends un exemple. J'ai notre mère Mariam Kambou et Idrissa Aïdara qui sont là. Ils peuvent dire quelque chose et moi je comprends ça de la mauvaise manière. Parce que je ne peux pas lire les cœurs et dans les esprits. Et donc, le fait que je n'ai pas saisi le message, j'ai compris le message dans les limites de ma compréhension. Et tel que j'ai perçu le message, c'est en fonction de ma réalité. Et donc, quand je vais vouloir dire, voilà ce que tu as dit là, et puis réagir, je vais réagir en fonction de mes limites. Mais quand ils vont s'expliquer plus, c'est là que je vais dire, ah, moi je n'avais pas compris comme ça. Donc, en réalité, c'est mon esprit qui m'a trompé, parce que mon esprit a agi en fonction de ses limites. Et les yeux et nos sens aussi peuvent nous tromper. Ça veut dire quoi? Un exemple simple que tout le monde a déjà expérimenté. Si vous êtes en Côte d'Ivoire partout, mettez-vous à 100 mètres quelque part sur le goudron en plein midi 13h. Quand vous regardez un peu au loin, tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Alors que ce n'est pas de l'eau. C'est un phénomène scientifique, c'est la chaleur qui fait ça. Mais tes sens, si on prend ici les sens de la vue, te donnent une perception trompeuse. Et on appelle ça le mesmérisme, pour ceux qui ne savent pas. On appelle ça le mesmérisme. Et c'est cette science-là que ces magiciens-là appliquaient. Ils disent aux gens, il faut bien regarder. Hein. Voilà, on appelle ça le mirage pour ce que je viens d'expliquer. Mais ce que les magiciens de Pharaon et à l'époque de Moïse faisaient, ça, on appelle ça le mesmérisme. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était de la manipulation mentale. Et maintenant, quand effectivement, réunis en face du monde, ils ont lancé leur stratégie et les gens ont eu l'impression de voir des serpents et tout ce que on leur avait conditionné de pouvoir voir comme on voit un mirage. Moïse est sorti parce que est-ce que dans votre Coran, Dieu ne dit pas que les magiciens ne réussissent jamais? Donc si Moïse s'est mis au même niveau que les magiciens, ça veut dire qu'il a échoué sa mission, c'est pourquoi il est mort dans le désert. Donc il a échoué. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moïse n'a ni échoué et Moïse n'a jamais été un magicien. Mais ce que Moïse a fait simplement, il a expliqué le phénomène. C'est tout. Comme de la manière je viens de vous expliquer le mirage. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui est au village là, si tu ne sais pas que c'est un phénomène de perception visuelle et que ce qu'il voit là, c'est de la chaleur, parce que le goudron là, en réalité c'est du pétrole. Et quand ça atteint certaines quantités de chaleur, pourquoi ça ne se fait pas la nuit? C'est en journée que ça se fait quand il y a le soleil. Ce mirage là, on peut expliquer ça scientifiquement. Et donc, une fois que ça a été expliqué, ce que Moïse a fait, il n'a pas lancé son bâton pour que son bâton devienne un serpent pour avaler les autres. Non. Mais plutôt, il allait au niveau supérieur pour dire, bon, chère population, ce que vous voyez comme serpent là, en réalité, voilà l'influence mentale qu'ils ont mis sur vous pour vous conditionner à voir ça comme des serpents. Mais après mon explication, est-ce que vous voyez ça de la même manière? Et c'est ça même qui a étonné même les magiciens. Ils disent, ah, toi là, tu n'as jamais été dans notre temple, pourquoi on te montre le secret? Mais comment tu as fait pour connaître ce secret là? C'est que celui qui t'a permis d'avoir accès à nos secrets là, c'est que vraiment il est fort. C'est pourquoi même si le pharaon doit couper nos pieds avec nos bras opposés, nous sommes prêts aujourd'hui, mais on va te suivre. Bon, maintenant là, ceux qui disent qu'eux connaissent le Coran là, venez donner vos explications et puis comparez avec ce que j'ai dit. Même chose. Ah, Moïse a pris son bâton là. Ah donc, bâton là, après avoir mangé les serpents, même bâton là encore a traversé la mer. La mer n'a pas été divisée par le bâton. Ça vous fait mal.
Mais c'est ce que nous avons dit. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, il y a beaucoup de vérités qui sortiront et qui choqueront le monde. Mais quand on explique, les gens comprennent. La mer qui a été divisée là, ce n'est pas le bâton qui a divisé la mer. Mais comme je le dis, la question c'est comment Moïse, qui n'a jamais été en contact avec la mer, pour une fois, a su qu'il aura une marée haute et une marée basse. Aujourd'hui, allez même dans simple Abidjan, là, allez demander à tous les marins, qu'est-ce qu'on appelle la marée haute et la marée basse. Il y a des moments où le niveau de la mer baisse. L'eau peut s'éloigner des kilomètres et des kilomètres. On appelle ça la marée basse. C'est simplement une influence de la lune sur la terre. C'est tout. Et ça se passe à des moments bien précis. Comment il a fait pour avoir accès à un moment où le niveau de la mer aurait baissé de sorte que les gens puissent traverser? Voilà toute la réalité qui est là. Et donc, on ne va pas faire dans la religion, mais il faut que le PPACI quitte dans les mythes, dans les sentiers battus, pour nous raconter des sornettes, parce que ça ne va pas nous impressionner. Il ne faut pas se leurrer. Le PPACI, comme à son habitude, est dans le déni permanent de la réalité. Dans une telle sortie, il aurait été plus logique pour le parti de Laurent Gbagbo de dresser à son niveau un petit bilan du travail qu'il a fait pour accompagner le processus, parce que les premiers destinataires et bénéficiaires de cette opération sont les partis politiques. Au lieu de faire un bilan pour dire voilà ce que nous on a fait pour enrôler nos militants, aujourd'hui on peut s'estimer heureux et on peut mesurer notre poids politique, en réalité ils ont peur de l'échec politique. Ils ont peur de la déroute qu'ils vont connaître. Et donc, il faut essayer de dire la faute, c'est au bon Dieu. La faute, c'est à la maman de Satan. La faute, c'est à la cousine de la grand-mère de ma tante. Ça ne se passe pas comme ça. Je me souviens, quand on était en 5e, il y avait un petit livre, dans le livre d'anglais, il y avait un texte où il y a un monsieur qui s'appelait Salif. Il avait gagné à la loterie. Et quand il a gagné à la loterie, il y a une vieille dame qui est venue et qui lui a dit « Je suis en fait la grand-mère de ta cousine, de la tante, de ta nièce, etc. » Tout ça là, on ne comprenait rien dans le lien généalogique, mais c'était pour demander un peu d'argent. Et Salif était tellement étonné qu'il a pris de l'argent. Il lui a dit « Non, il faut partir. On comprend déjà, tu es trop parente avec moi. » Et donc, si vous n'avez pas été capable de mobiliser et que votre échec, il est patent en face de vous-même, parce que quand les gens s'inscrivent sur les listes électorales, là, c'est ça vous prenez après pour aller gagner l'argent. Pour dire non, on a des militants. Mais que non. Que nenni. La mauvaise foi étant la chose la mieux partagée au sein des groupes pro-Gbagbo, ils sont décidés de verser dans le dilatoire. Et les propos creux et improductifs. C'est ça le vrai visage du PPACI et de son président. Ni plus, ni moins. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Continuons ce que nous sommes en train de faire. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse pour se mettre au niveau des personnes qui sont dans le dilatoire. On va passer au sujet numéro 2. Tia Saleh, procès pour faux et usage de faux. Ce qui s'est passé au tribunal le 6 novembre 2024. Donc, vous saviez qu'il devrait avoir un procès entre la famille Traoré et Assalé Tiemoko. Effectivement, le procès a été ouvert le 6 novembre 2024. Et quand le procès a été ouvert, voici ce que notre frère Yacouba Doumbia a pu observer et voici ce qu'il nous dit. Dans l'affaire qui oppose le député de Tia Saleh à la famille Traoré, je vous livre le résumé de ce qui s'est passé au tribunal. Il dit, le 6 novembre 2024, il y a eu l'ouverture du procès qui devra opposer Assalé Tiemoko à la famille Traoré qui l'a accusé. Il dit qu'il nous donne le résumé ici. Assalé Tiemoko
était le premier à être interrogé à l'ouverture de l'audience. Comme c'est Assalé Tchemoko qui a accusé, donc dès que, on va appeler ça jugement, là quand c'est comme ça on se comprend, dès que le jugement a commencé, on a demandé à Assalé Tchemoko, on dit tu as accusé les gens là, tu as des preuves. Interrogé par le juge, il a expliqué que tout est parti d'une vidéo d'un cyberactiviste dans laquelle il a été injurié par l'un des enfants incriminés. Il dit avoir convoqué ce dernier à la police et qu'il a déclaré ne pas avoir les pièces. Il dit donc que l'affaire qui est là aujourd'hui, que vous êtes en train de juger au tribunal là, on dit comment ça s'est fait que toi, Assalé Tchemoko, tu es venu poser plainte pour faux et usage de faux sur l'identité nationale, ou sur la nationalité. Il dit, ah, moi, Assalé Tchemoko là, un jour, j'ai vu sur Internet, il y a un cyberactiviste qui était en train de m'insulter. Et il y a un des enfants de la famille Traoré qui était en train de m'insulter dans la vidéo de ce cyberactiviste. Donc moi, Assalé Tchemoko, celui qui m'insultait là, je l'ai convoqué à la police. Quand on l'a convoqué à la police, l'enfant Traoré là, quand Assalé Tchemoko l'a convoqué à la police, quand ils sont arrivés là-bas, l'enfant Traoré l'a dit que lui n'a pas de carte d'identité, n'a pas de pièces. L'affaire là commence de... Ok. Assalé Tchemoko a aussi affirmé que depuis un an, un autre enfant, en l'occurrence Cheikh Traoré, ne fait que l'injurier sur les réseaux sociaux sans que personne ne réagisse. Il dit si j'ai posé plainte aujourd'hui pour faux et usage de faux, il y a aussi un autre enfant de cette même famille Traoré là. Depuis plus d'un an, il continue seulement de m'insulter sur les réseaux sociaux. Et puis il n'y a personne qui se plaint pour moi. Il n'y a personne qui se plaint pour moi. Donc, c'est ce qui a fait que moi, Assalé Tchemoko, je me suis levé et puis maintenant, j'ai pris ma loupe et puis maintenant, j'ai mis ma gamme sur la famille Traoré qui a Tia Salé là-bas. Et quand j'ai mis ma gamme sur leur famille là, et donc j'ai découvert que la déclaration de naissance de Traoré Cheikh et sa petite sœur, sur lesquelles il est mentionné Traoré Moussa, le nom du père de nationalité guinéenne, et Mariam Koulibaly de nationalité guinéenne, né en Guinée le 28, 8e mois 1967. Et dit donc, quand moi, Assalé Tchemoko, j'ai commencé mes recherches, c'est là que j'ai découvert dans la déclaration de naissance de Cheikh Traoré et puis sa petite sœur, j'ai vu que leur papa là, il s'appelle Traoré Moussa et puis il est guinéen. Maintenant leur maman là, Mariam Koulibaly avec K, j'ai aussi vu que elle là, elle est guinéenne et elle est née le 28, 8e mois, le 28 août 1967. Assalé Tchemoko estime que l'aîné des Traoré, né en 1984 à Oundissi, a bénéficié d'un document d'une femme ivoirienne. Il dit après ça, lui, il estime que, moi j'estime que le soleil est sorti, ne veut pas dire que je certifie que le soleil est sorti. Et j'espère que notre fameux député connaît au moins la valeur et l'étymologie. Et donc, le verbe estimer ne peut pas être certifié. Assalé Tchemoko estime que l'aîné des Traoré, né en 1984 à Oundissi, a bénéficié d'un document d'une femme ivoirienne. Estimer que, ça veut dire, on essaye d'imaginer. Et donc, lui, il imagine que le frère aîné des Traoré là
qui est né en 1984 en Douci, qu'il allait prendre les documents d'une femme ivoirienne. Et il ne nous donne pas plus d'explications. Globalement, les documents présentés par le député maire de Tia-Salé sont. Et donc, voilà les documents qu'il a présentés. Déclaration de naissance. Copie intégrale. Sans aucune pièce justificative de la maman, des enfants ni des témoins. Mais il ne donne pas de pièces pour justifier l'identité de la maman des enfants, encore moins les témoins. Assalé Temoko a également tenté de s'appuyer sur le fait que le nommé Cheikh Traoré ait utilisé une carte consulaire guinéenne pour ses études en Guinée et qu'après ses études, il devient subitement ivoirien. Il dit que l'autre qui l'insulte depuis un an, la Cheikh Traoré là, et puis personne ne dit quoi que ce soit là, que ce dernier a fait une carte consulaire de la Guinée, il allait étudier en Guinée, et après il est revenu en Côte d'Ivoire, et il est devenu subitement ivoirien. Par ailleurs, Assalé Temoko a indiqué que sur l'extrait de naissance de l'aîné des Traoré, le nom de la mère, Koulibaly avec C, est écrit avec C, alors que chez les autres enfants, c'est écrit avec K. Assalé Temoko dit, quand lui prend les extraits de naissance du premier-né de la famille Traoré, que le nom de la maman là, c'est écrit avec C. Mais chez les autres enfants, le même Koulibaly est écrit avec K. Le président du tribunal demande à Assalé Temoko, est-ce que tu as une pièce sur laquelle on peut voir le nom de la mère Koulibaly avec K? C'est toi-même, Assalé Temoko, tu dis, l'aîné de la famille là, lui c'est écrit sur son extrait de naissance Koulibaly avec C. Mais si pour les autres enfants de la même femme, Koulibaly est écrit avec K, est-ce que tu as un document en ta possession où le nom de la maman là, son Koulibaly là, c'est écrit avec K? Le député maire a répondu non. Assalé Temoko dit non, je n'ai pas de document avec Koulibaly avec K là. Le juge lui a demandé, toi-même tu dis devant nous tout ce que tu n'as pas. Mais en même temps tu es en train de dire quelque chose. Quelque part, est-ce que tu n'es pas, tu ne comprends pas un peu ce que ça veut dire? Bon, le juge lui a demandé, si pour lui cette pièce existe, il dit bien qu'il le pense. Est-ce que le document que tu dis tu n'as pas là, Koulibaly avec K là, mais tu dis que ça existe là, comme tu dis tu n'as pas, mais tu dis que dans tous les enfants, tu as certifié, tu as dit, tu as affirmé, et tu n'as pas été capable de prouver, et tu dis que tu n'as pas, ça veut dire que tu ne peux pas prouver. Mais est-ce que tu penses que ça existe? Il dit, oui, je pense que ça existe. Je ne sais pas jusque-là si lui-même, je ne sais pas s'il se comprenait quoi. Sinon, il s'est fait piéger. Le géniteur des enfants est ensuite appelé à la barre. C'est là après, maintenant, ils ont appelé le papa des enfants. Parce que quand on dit le géniteur, ça veut dire le papa. Quand on dit la génitrice, ça veut dire la maman. Nous aussi, on comprend un peu français. Mais Dieu merci. C'est ce qui nous permet de sortir pour dire à des gens, ça fait honte quand on dit on est un député. Et puis, on se fait prendre de cette façon-là. C'est vraiment désolant. C'est là maintenant. Le président du tribunal a dit à Assalé Temoko, il faut te mettre à côté. On a compris pour toi là. Tu n'as pas de preuves de quelque chose, tu affirmes. On te demande si tu penses que ça existe. La logique naturelle aurait voulu que tu dises, puisque moi je ne les ai pas, je ne peux pas affirmer dans l'absolu. Tu dis non, je le pense bien. Est-ce que parce que toi tu penses quelque chose, ça doit être la réalité? On verra bien. Donc ils ont appelé maintenant le papa des enfants à la barre.
C'est le président du tribunal qui l'a appelé. Et le juge lui a demandé à faire des K et puis à faire des C là. Et puis la naissance de ton épouse en Guinée là. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Il dit avoir déclaré ses enfants à la mairie. Mais ignore d'où le député Assalé Temoko tire son information du C et du K et la naissance de son épouse en Guinée. En revanche, le papa des enfants a déclaré qu'il sait que son épouse est née à Ndoussi et qu'il dispose de son extrait d'âge de naissance délivré à cet effet le 28 8e mois 1967. De la même manière que le père dit, quand le juge lui a demandé que tu as des enfants là, à part ton premier-né là, que tous les autres enfants là, leur extrait de naissance est écrit dessus, Koulibaly avec K. C'est ce qu'Assalé Temoko a dit. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il dit, ah, vrai là. C'est qu'Assalé Temoko est en train de dire dans son affaire de C et puis de K là, que lui-même n'est pas au courant de ça. Donc, c'est Assalé seul qui peut nous dire dans quoi il est. Quand bien même qu'il n'ait pas de pièces qui existent dans ce sens. Il dit quand Assalé dit aux gens que lui, sa femme est née en Guinée, que lui, la femme que lui, il a mariée là, l'extrait de naissance de cette femme-là a été délivré le 28 août 1967 et elle est bel et bien née à Ndoussi et elle n'est pas née en Guinée comme le dit Assalé Temoko. C'est cette date, dit-il, que Assalé Temoko confond avec la date de naissance de son épouse au point d'attribuer 2 mères à ses enfants. Il dit donc Assalé Temoko, sans le savoir, fait une confusion et c'est ce qui lui fait penser que les enfants auraient 2 mères alors que c'est la même personne, mais c'est Assalé qui n'a pas pris le temps de bien vérifier ses enquêtes. Le père à la barre explique qu'au-delà des 3 enfants, il a encore 4 autres avec leur mère et un autre avec une autre dame de Ndoussi répondant au nom de Kamagaté Didiata et que le fils de cette dernière se nomme Cheikh Aboubakar Traoré qui était dans la salle d'audience. Et c'est là maintenant le père explique qu'en réalité là, au-delà des 3 enfants, il a encore 4 autres enfants avec la maman des enfants là. Donc, il a 7 enfants avec la femme, Koulibaly là. Mais que elle n'était pas sa seule femme, qu'il a une autre femme aussi qui était en Ndoussi. Elle là, lui, le père, il a eu un enfant avec 7 autres dames. Cette autre dame là s'appelle Kamagaté Didiata. Et ce seul fils qui est là, le seul né de Kamagaté Didiata, qui s'appelle Cheikh Aboubakar Traoré là, il est dans la salle aujourd'hui ici, il est là. Donc là, c'est ce que Assalé n'a pas compris. Pendant l'audience, il a été démontré que la mère des enfants incriminés a également de la famille Ndoussi. Et donc, le juge a demandé, il dit, ok, mais prenons le cas de Mariam Koulibaly là-haut. Est-ce qu'elle a de la famille Ndoussi? Les gens disent, ah oui, elle a la famille là-bas. Ça, il n'y a même pas de... Et ça a été démontré devant tout le monde. C'est là maintenant le juge a dit, quand vous dites que Mariam Koulibaly a des parents à Ndoussi, je veux que vous les envoyez. On va les voir. Et aussi, les autres 4 enfants de Mariam Koulibaly, venez avec eux. On va aussi voir leurs extraits de naissance. Et ces 4 enfants-là, il n'y a pas de mystère. On veut voir les extraits de naissance de Sayon Traoré, Awa Traoré, Aïchatou Traoré, Maïmouna Traoré, pour qu'on puisse vérifier leur filiation. Donc, ils étaient obligés d'arrêter le procès là et ils ont demandé que le 20 novembre prochain, le 20 novembre 2024, ils vont se retrouver au tribunal encore pour essayer de mettre les points sur les i.
Je vous informe que les pièces des enfants restants sont disponibles et des surprises sont attendues. Par ailleurs, à cette audience, les cartes d'identité de la maman et du grand-père ainsi que des témoignages seront faits. L'affaire tire donc vers la fin. Signé Yacouba Doumbia, journaliste observateur averti. Et donc, le 20, il y aura cassement des papos. Le 20, en tout cas, on saura qui est qui. Et la vérité sera mise à jour. Entre-temps, le journaliste Yacouba Doumbia nous dit que ce que les uns et les autres ont demandé, ce sont des choses qu'on peut prouver facilement. Les cartes d'identité de Mariam Koulibaly, les cartes d'identité du père de Mariam Koulibaly, les témoignages qui ont été demandés. Et donc là, la vérité sera dite et elle sera sue. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là. C'est ce que nous pouvions faire pour aujourd'hui. On va lire rapidement l'édito des Mères Blancs. On n'a plus que 20 minutes. On va permettre, après cela, le peu de temps que nous avons, à ceux qui voudraient s'exprimer de le faire rapidement. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à toute la classe de la majestueuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Respectez-le ». Ministre, député, maire avait pour leitmotiv « Yemali OSC ». Entendez, c'est le temps du changement. Oui, mais nous ne savions pas que ce changement serait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la régression. Le chemin qui mène au Bafing est hautement mortifère. Superman n'a fait pas cas. Tout va à volo dans le Bafing. Les caniveaux sont pleins à cause de la population qui, faute d'éducation, trouve en chaque pluie une occasion de vider les poubelles. Le sol est infesté de sacs plastiques. Chaque ménage a son dépotoir juste à sa porte. Le marché de Touba est une honte. Les condiments sont vendus à même le sol sur un bout de tissu, de plastique aussi. La population est ainsi exposée à de multiples pathologies qui les mèneront un jour certainement à un hôpital vétuste, mal entretenu, ni des maladies de tout genre. La maternité de Touba, je ne vous en parle pas. Le principal lieu de culte de Touba, la première mosquée, a été démolie par ses soins et Superman peine à la relever. Que se passe-t-il? À quoi joue Superman? D'aucuns pensent que cela est dû au fait que, depuis un certain temps, il aurait perdu quelque chose, qu'il en avait deux. Alors, Superman, respecte-le. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui nous fait encore un état des lieux du Bafing et surtout le régressement spectaculaire que nous pouvons voir. Cela ne plaît à personne et le diagnostic qui est fait, c'est très bien fait. Et si notre mère pouvait nous faire accompagner des vidéos là-dedans, ça allait beaucoup nous plaire pour qu'on puisse ajouter à ce message et montrer, comme ce que nous avons fait hier en Douci, vous avez pu voir la vidéo. Et vraiment, ce qui est dit, si on peut encore appuyer cela avec des vidéos, ça va être très utile et ça va encore toucher la conscience. Chère mère, si vous pouvez nous apporter des vidéos, on allait couper ce message-là, faire l'association pour balancer, ça allait avoir encore plus d'impact. Vraiment, merci de dénoncer parce qu'on ne détruit pas sans solution ou même sans alternative. Et on ne prend pas la confiance du peuple pour gruger le peuple. Ce n'est pas sérieux. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous disons merci. Vraiment, on n'a plus le temps. On va demander à tous ceux qui veulent prendre la parole de se signaler. On ne va pas accorder plus de 5 minutes à qui que ce soit. Vraiment 2-3 minutes. On va vous laisser vous exprimer rapidement. Donc, quand vous prenez la parole, évitez tout le protocole. Bonjour à tout le monde et vous partez directement 2-3 minutes, laissez la parole. Et en toute sincérité, on ne pourra plus dire un temps, puisqu'on est déjà fortement piégé par le temps. Ceux qui vont pouvoir se présenter, on va vous donner la parole, allez rapidement et puis laissez la parole. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Et on espère bien, parce que moi, je dois aller au travail, pour ne pas aussi être piégé. C'est par rapport à cela que je parle. Allô? Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Allô, bonjour mon éclaireur. Oui, comment allez-vous?
Ok. Ok. Je dis bonjour à toute la classe. Et mon éclaireur, vraiment merci pour ce très beau développement que vous avez fait tout à l'heure. En fait, je voulais, comme on est toujours dans la tendance de l'inscription de nouveaux majeurs sur les listes électorales, alors donc, je voulais quand même informer les parents gourou. Antinou, Ambounou, Karizanté, liste électorale Oblé et vous. Ma Karizanté, Kao Kakatoj, et Milo a fait tout fatrement, Gouye dans Périsséré, Côte d'Ivoire, Viré Wawo, m'a fait Karenyadou. Bama Karizanté, Kao Kakatoj. Dimini afire boati bufu befia zane viro. Kago kakatoje. Anti barubi zero Stéphane. Iyore mawabe. Anti sise bakongo. Kayo. Y'en a plein de cas en Côte d'Ivoire est très rare. Vraiment, bari pakava. Si vous permettez aussi, bon, je vais essayer quand même de me débrouiller un peu en abel pour parler aussi à mes parents abel. Mon odjel. Aya mesere. Keko eyi liste électorale no aya meserenya egariu eyi kebare enyi allez enyo se voter vraiment mon éclaireur merci c'est ce que je voulais dire merci beaucoup j'ai un peu le trac mais ça se comprend merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous en faire. C'est la plateforme de la liberté et sentez-vous à l'aise. Et surtout, merci pour l'exercice que vous avez fait en expliquant l'utilité d'aller se faire inscrire. Et surtout, merci pour cette première étape. Et vraiment, nous vous encourageons. N'hésitez pas parce que nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Et surtout, sentez-vous à l'aise comme toujours. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Okay. Allô? Oui. C'est le cœur, salam alaikum. Wa alaikum salam, chère mère. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu merci. Comment va la famille? Ça va. Pour vous dire merci, bon Juma à tous, bon Juma à la classe EPV. Et moi aussi, je voulais dire que votre développement, vous êtes vraiment un professeur que on ne va jamais cesser de prier pour vous. Que Dieu vous donne longue vie et à toute la famille. Amen. Merci. Et je voulais parler aussi de chez moi de Séguéla. Pour parler au cadre. Je vous avais envoyé des photos, les images là. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé. Les cadres ne s'attendent pas. Et aujourd'hui, pour que les gens n'aient qu'à aller s'inscrire, ils sont obligés d'aller taper les portes des gens. Parce que les jeunes, ils sont fâchés. Ils ne veulent pas aller s'enrôler. Vous trouvez ça que c'est normal? Le président Papa Ado vous donne de l'argent pour arranger. Vous n'arrangez pas. Monsieur le président, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens de Séguéla, ils ne veulent pas s'entendre et que j'ai mon neveu qui a parlé de ça. Et aujourd'hui, les opposants prennent ça et maintenant les cadres, ils sont fâchés contre mon neveu. Pourquoi il a parlé? Le président, si le président voit cette vidéo, il ne sera pas content. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est que maman, comment elle s'appelle là? Normalement, c'est pas normal ce qu'ils font. Je peux vous envoyer la vidéo de mon neveu où il montre vraiment les rôles, où il montre que vraiment c'est pas normal. Il parle en français, il parle en Uruguay. Mais c'est pas normal, monsieur le président. Ils doivent se réveiller. Vous trouvez que c'est normal que Ahmed Bakayoko ne vit pas aujourd'hui et que c'est là, le président Alassane Ouattara, pour bien voter là-bas, vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal ça.
Et aujourd'hui, quelqu'un essaie de montrer ça et vous l'appelez. Pourquoi il a fait cette vidéo? C'est pas normal. Alors, je sortais pour vous dire, pour que Papa Ado n'a qu'à comprendre que si ce gars-là n'est pas à 100% avec lui, et je sais que ce gars-là est avec lui, ce sera à cause des cadres. Ce sera la faute des cadres. Parce que les cadres ne veulent pas qu'on mette les fesses au dehors. Et je vais vous envoyer la vidéo de mon neveu qui parle correctement. Et vous allez voir que ce n'est pas possible. Il montre les routes. Il montre tout que vous voulez qu'on ait qu'à faire quoi? Le président a mis les cadres là, c'est pour que les cadres aident la population à trouver du travail aux jeunes, mais les jeunes ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Hein? Vous voulez aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est normal que les jeunes gens ne peuvent pas aller s'enrôler? Vous trouvez ça que c'est normal? Vous venez vous mentir, vous allez mentir aux jeunes à chaque fois. C'est pas normal. Donc, je souhaitais aussi pour parler de ça. Que Papa Ado n'a qu'à nous aider, il n'a qu'à essayer de regarder ces gars-là, il n'a qu'à voir que les cadres qu'il a mis, ce n'est pas de bons cadres et qu'on doit les changer. Voilà, c'est ce que je sortais pour vous dire. Et pour vous dire merci, merci. Et puis dire, oh, honte à Kale Tchomoko, oh, honte. Pourquoi lui s'appelle Tchomoko? Il est musulman, ouais, il est quoi? Parce que moi, je n'ai jamais entendu que tu n'es pas musulman, tu t'appelles Tchomoko. Tchomoko, là, c'est un nom, quoi. Ce n'est pas un nom de musulman. Il n'est pas son nom, Tchomoko, là, ça. Okay. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour ce que vous avez dit. Dès que vous m'envoyez la vidéo, je vais poster. Je vais vous envoyer la vidéo. Dès que vous m'envoyez la vidéo, je vais poster. Merci, monsieur. Mais dites à notre frère que la vérité, quand tu défends la vérité, là, il faut savoir que tu auras des ennemis. Mais c'est parce que c'est aujourd'hui, là, ce sont les populations qui peuvent développer Séguéla, Korogo, Odiene pour aller là-bas. C'est parce que les cadres ont vu ça dans les yeux des gens. Ils arrivaient à corrompre les gens avec un sac de riz, 500 francs par jour, popote là. Les gens commencent à comprendre parce que quand les gens quittent Séguéla, Korogo, Touba pour aller dans les autres villes qui étaient derrière, et puis voir que ces villes ont évolué là, ça commence à faire mal aux gens. Et les gens ont compris que s'ils ne se réveillent pas là, c'est que le président Ouattara est en train de faire, et puis les cadres sont en train de travailler, les cadres des autres régions travaillent, et puis les cadres de Séguéla, Odiene, Touba, ne font rien là. Aujourd'hui, les populations, on leur a dit ça. Elles sont en train de comprendre ça aujourd'hui. Et donc là, ils ne peuvent rien faire pour inquiéter quelqu'un. Parce que quand ils vont envoyer là, moi je vais balancer. Je vais vous envoyer ça même aujourd'hui. Parce que je sais que c'est où. Je vais vous envoyer. Voilà. Vous allez. Moi en tout cas, quand vous allez m'envoyer, je vais balancer. Parce que effectivement, c'est ce qui a fait peur. Mais notre plateforme, notre page mère a plus de 100 000 vues. On a 2 pages YouTube, TikTok. On a une page YouTube très puissante. Et ça là, c'est pas moins de 300 000 personnes qui vont voir ça dès qu'on va poster. Et moi, je vais poster ça pour que tout le monde puisse voir. Là, quand c'est comme ça, là, la lâcheté et l'inconscience qu'ils veulent cacher pour mentir, là, ils vont aller faire le travail. C'est ceux-là qui sont les ennemis. Et c'est pourquoi on dit ici que les ennemis du RHDP, RDR, là, ce sont les cadres du RHDP, certains cadres. Ce ne sont pas les opposants. Eux-mêmes, ils ne se sont même pas inscrits sur la liste électorale. Les ennemis du président Ouattara, ce sont les cadres qu'il a nommés là. Ils veulent tromper les parents, mettre les parents dans le sous-développement en pensant qu'ils peuvent les contrôler. C'est le même comportement que les gens du PPACI, les GOR là. Mais ça ne va plus, ça va plus se passer comme ça. Dès que vous m'envoyez la vidéo, on va balancer ça. Vous savez, les gens de PPACI là, ils ont contacté mon neveu. Non, dites-lui de ne pas se laisser acheter. Et que son combat qu'il mène là, c'est un combat noble, mais il n'a qu'à rester digne. D'accord. D'accord, monsieur le maire. Merci beaucoup, cher maire, et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question. Si Assalé Tchomoko perdait le procès, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous, on a déjà dit ce qu'on va faire. La plateforme Éclaireur Pro Vérité va lui faire sa sauce. Et on va chercher des mécanismes même pour essayer de le désavouer en tant que député et essayer de lancer d'autres procès contre lui. Parce que c'est un délit de faciès. C'est un attentat même à l'identité. Tous ceux qui se sentent blessés, on va faire des pétitions et on ne va pas s'asseoir parce qu'à travers Assalé Tchomoko, parce qu'on dit qu'il faut frapper un cadavre pour que les vivants te respectent. Lui qui est député, qui pense qu'il est intouchable ou bien qu'il est puissant, on va lui montrer qu'il y a d'autres alternatives dans ce monde-là. Ça, c'est ce que nous, on va faire. Mais on attend d'abord la fin du procès. On attend la fin du procès. Mais c'est que déjà, depuis belle lurette, ce que nous comptions faire, nous l'avions dit,
Et c'est vraiment ce que nous allions faire aussi. Allô? Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, ça va, par la Okay. Bonsoir, monsieur le frère. Bonsoir. On est pris par le temps, donc on ne laisse pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ok. Voilà, donc on va vous laisser aller rapidement. Ok. Je salue tous les PV et donc. Au fait, il y a une question et puis j'ai juste une recommandation. Notre grand sœur, notre mère Ouragan a toujours parlé de son problème d'ACD, si j'ai une bonne mémoire. Alors, je voulais tout juste lui suggérer quelque chose. Pour lui dire que si elle a son terrain, c'est un site qui n'est pas approuvé, elle n'aura pas d'ACD. Alors, si dans le cas, si elle a un site qui n'est pas approuvé, qu'elle a un document qu'on appelle en général attestation villageoise, je lui recommanderais de faire un dessus technique et faire un compulsoire. Avec ça, elle pourra se défendre par rapport à tous ceux qui tenteront de s'accaparer de son terrain. Mais si son terrain, le site n'est pas approuvé, elle n'aura pas d'approbation. Donc, je sais de quoi je parle et je sais que c'est une des raisons pour laquelle peut-être elle attend longtemps. Si peut-être elle veut avoir plus d'informations, il faudrait qu'elle essaie de... Il y a une jeune fille aussi qui est sur le Twitter qui s'appelle Madame Fopana, qu'elle peut s'abonner à cette dernière. Elle aussi, elle est ouverte à toutes les questions. Et si Dieu le veut, je pense qu'elle va avoir des réponses adéquates, mais je ne pense pas que celui-ci doit être approuvé. Sinon, elle doit avoir normalement son ACD dans un bref délai. En tout cas, le ministère de la Constitution, sur ce côté-là, vraiment, bon, en tout cas, ils sont en train de se démerder comme ils peuvent. Ça, c'est en ce qui concerne la même Ouragan, parce que tu as toujours dit qu'elle aura son métro. Nous tous, on voit que le métro va de bon train. Donc, c'était pour la rassurer sur ce côté que peut-être elle peut aller faire des trucs, mais je ne pense pas qu'elle ait son terrain sur un site approuvé. Ça, c'est ce qui concernait la mer Ouragan, parce que nous sommes une famille ici. Alors, le second sujet, ça, c'est d'ordre international. Monsieur le collègue, c'est juste une question. J'aimerais savoir. Aujourd'hui, Donald Trump est le président des États-Unis d'Amérique. Alors, si nous nous référons à ces 4 mandats, à ces 4 ans passés, à la tête des États-Unis. Allô? Oui, allô? Excusez-moi, le réseau a un peu balancé. Oui, le réseau a un peu balancé. Il peut continuer? Oui, oui. Alors, je disais que Donald Trump a été président dans 4 ans avant. Alors, dans ces 4 ans avant, il a géré certains financements internationaux dans lesquels l'Afrique a eu un peu de tort. Bon, l'Afrique n'a pas bénéficié de certains trucs parce qu'en général, la majorité, bon, l'une des parties vient en Afrique. Maintenant, Donald Trump à la tête des États-Unis, que pensez-vous? Si Donald Trump vient appliquer ces mêmes politiques de financement international, qu'est-ce qu'elles pourraient être les répercussions sur le continent africain? Et puis, si Donald Trump décide de fermer le marché américain aux Chinois, parce que les Chinois prennent les matières premières en Afrique et ils les transforment, ils vont aux États-Unis. Si Donald Trump ferme le marché américain aux Chinois, et les Chinois aussi, je sais que ça va baisser aussi les commandes au niveau de l'Afrique, quelles pourront être les répercussions sur l'Afrique? Et j'aimerais avoir votre commentaire. Effectivement, lorsqu'on regarde au vu des premiers 4 mandats qu'il a exercés, il y a quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. C'est qu'il est aussi à son dernier mandat actuellement. Et les gens m'ont demandé, mais quel est le lien? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Donald Trump a une toute puissance où, après l'élection qui vient d'avoir lieu, il ne cherchera plus à être élu par les Américains. Et donc, ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais encore, ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est qu'il vient d'avoir le pouvoir plein. Que ce soit la Chambre des représentants, que ce soit le Sénat, aujourd'hui, les républicains contrôlent tout ça. Donc, ça veut dire que Donald Trump vient d'avoir un pouvoir illimité. Mais il ne l'a pas caché. Il est dans une politique de protectionnisme, c'est-à-dire qu'il va d'abord protéger les intérêts américains. Vous avez vu que le sommet sur le climat, quand il était
là, les 4 dernières années, il avait quitté. Quand les démocrates sont venus, sont rentrés dedans. Il va encore quitter dedans. Vous avez déjà entendu, il dit qu'il va augmenter les taxes douanières vis-à-vis de l'Europe de 25%. Parce qu'il a compris que le point faible là, c'est l'économie des États-Unis. Et il va tout mettre en œuvre à travers des politiques protectionnistes pour essayer de doper l'économie américaine. Ça va arranger l'Amérique. Ça va donner une bonne impression d'un mouvement économique qui bouge bien. Mais naturellement, des programmes comme l'AGOA, des programmes comme les Millennium Corporation, qui étaient en faveur de l'Afrique, vont connaître un ralentissement. Parce que, en réalité, pour vous dire la vérité, l'Afrique n'a jamais fait partie des priorités de Donald Trump. Il a dit que l'Afrique est un continent de merde. Et il n'a même pas comparé l'Afrique à un continent. Il a dit, these are shitty countries. Il dit, ce sont des pays de merde. Et là, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Mais comme on le dit, il a quand même des idées claires dans la tête. Et on ne peut que croiser les bras. Parce que quand il dit qu'il va mettre fin à la guerre dans le Moyen-Orient, est-ce qu'ils vont attaquer brutalement l'Iran et aussi le Liban pour vraiment casser les œufs, la poule et les poussins? Est-ce que la guerre qu'il va mettre fin en Ukraine, est-ce qu'il ne va pas abandonner? Est-ce qu'il ne va pas laisser la Russie annexer totalement l'Ukraine? Parce que quand on dit qu'on veut finir une chose, il y a plusieurs manières de finir. Donc il y a autant d'équations. En tout cas, quand on regarde les signaux, est-ce qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de mener un front brutal contre la Russie pour freiner la Russie? Quand on regarde les rapports de Donald Trump, c'est quelqu'un qui est plus mercantiliste, qui est plus commerçant dans son approche. Il fait des deals et ceux qui doivent perdre, perdront. Mais pour lui, c'est l'essentiel qui compte. Et donc, on attend de voir effectivement, si on prévoit trop vite ce qu'il va faire, ce serait le juger avant le procès. Mais on attend qu'il pose les premiers actes pour qu'on voit. Parce que contrairement à ce que beaucoup ont pensé, quand j'ai regardé son premier discours du premier jour de son élection, il était devenu un peu lent, calme. Et quand il parlait, on avait l'impression qu'il calculait ce qu'il disait. Est-ce que l'individu n'est pas devenu un peu plus conscient de son rôle et qu'il veut laisser vraiment une histoire positive et non celui qui disait des ragots, qui disait n'importe quoi? Donc, il y a tous ces petits détails-là qu'il faut essayer de voir. Et on attend d'abord, on va voir, parce que j'ai vu, il était lent. Est-ce que c'était simplement la fatigue? Donc, il y a tout ça qu'on calcule. Et donc, c'est pourquoi on connaît déjà l'homme par le passé, mais on veut le voir aujourd'hui en face des réalités du monde. Et en fonction des premiers signes qu'il va donner, on va comprendre clairement. Et on pourra véritablement dire voilà où il veut nous conduire. Sinon, déjà, si on veut se baser sur le passé, on sait que ces choses ne seront pas bonnes et ça sera dans la brutalité. Mais en même temps, il ne faut pas vendre aussi la peau de l'ours avant de l'avoir tué aussi. C'est un peu comme ça que je peux répondre. Okay, merci, monsieur le Père. Il n'y a pas de problème. Ici à l'écoute, merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Pareil à vous. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour cher Ané, comment allez-vous? Oui, ça va, et vous-même? Oui, ça va très bien. Donc, on va vous laisser rapidement quelques minutes. Ok, d'accord, très bien. Oui. Ok, bonsoir à tous les PV, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Chers frères et frères, merci pour tout le combat que vous abattez tous les jours. Pour aujourd'hui, je vais me prononcer par rapport à la réaction des PPACien, par rapport au fait qu'ils accusent la CEI de ne pas avoir ouvert de bureau dans les pays de l'AES. Mais ils comprennent très bien que ces pays-là, déjà eux-mêmes, pour avoir des rassemblements, c'est vraiment au compte-goutte. Et quand ça s'est fait, c'est forcément pour les pouvoirs pour les individus qui sont au pouvoir. Alors, donc, ouvrir des bureaux aujourd'hui dans les pays de l'AES, c'est en tout cas, il y a deux choses. Soit ils vont armer, ils vont donner des armes à leurs partisans et donc masquer
en tout cas fabriquer un scénario pour dire que la Côte d'Ivoire est en train de chercher au travers de nos recensements, pour dire que nous sommes en train de recenser tous ceux qui vont combattre sur place. Alors donc c'est tout à fait normal que ces pays-là, on ne peut pas ouvrir des bureaux de vote. Je ne sais même pas jusqu'à quelle année, puisque 5 ans pour le Burkina, ce petit qui a soifé du pouvoir et donc qui compte y rester pour longtemps. Et au Mali, c'est pareil. On a l'impression que c'est pour une éternité dans tous ces pays. Donc, bien évidemment, malheureusement, on ne pourra pas non seulement enrôler, et je crois même les votes ne pourront pas être effectués dans ces pays-là pour éviter que la Côte d'Ivoire soit accusée de tout genre pour quelque chose dont on ne rêve même pas. Nous, c'est le développement qui nous intéresse, c'est pas aller déstabiliser ceux qui sont déjà assez malheureux et donc ajouter des malheurs aux malheurs. Je ne crois pas que ce soit l'objectif de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je voulais aussi me prononcer par rapport à l'élection de Donald Trump. Pour les Africains, j'estime qu'on n'a pas à s'alarmer parce que l'Afrique vraiment ne mesure même pas ce qu'elle a comme potentialité. En termes d'humain, il y a des intelligences, il y a des génies et on a tout pour pouvoir s'en sortir. Il faudrait qu'on arrête de planifier. Il faudrait qu'on arrête de compter sur qui que ce soit. C'est nous-mêmes, on peut s'en sortir. Vous l'avez remarqué. Pourquoi Donald Trump a mis Elon Musk en avant? Et en plus, il a dit qu'il souhaiterait qu'il y ait des centaines en Amérique. Mais on a des intelligences en Côte d'Ivoire même qui fabriquent, qui fabriquent des prototypes de ce que nous avons, de ce que nous utilisons, que ce soit voitures, tracteurs, avions et autres. Alors pourquoi ne pas essayer aussi de mettre en avant, de miser? C'est vrai que l'INPHP en a fait, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là qui a inventé déjà son véhicule et qui en tout cas progresse, et qui n'a même pas un niveau doctorat. Et ma foi, on a des docteurs, des grands enseignants de l'université qui ne peuvent rien inventer et qui viennent que mettre nos parents sur des chemins qui, ma foi, vont conduire les enfants à l'abattoir. Et donc, quand vous voyez ça, donc on devra se dire que l'Afrique doit se réveiller. On ne peut pas compter sur l'Europe, on ne doit pas compter sur les États-Unis ni la Chine. Et donc, c'est à nous de penser aujourd'hui aux transformations. Les transformations, donc, c'est envoyer nos enfants, étudier ce que nous-mêmes, on doit transformer. Et c'est en cela, c'est comme ça que la Chine et tout ce qui est Malaisie et autres des pays de l'Asie ont pu, l'Inde qui est là, que la Côte d'Ivoire a délogé de la première place de la production d'anacade, transforme, vient acheter des noix de l'anacade chez nous et vont transformer. Mais pourquoi nous ne pourrons nous aussi pas faire autant que l'Inde? Il y a pas mal de produits comme ça où nous pouvons assurer la transformation sur place. Même si ça a commencé, mais il faudrait qu'on mise beaucoup plus sur la transformation. Il ne faudrait pas qu'on vienne à l'aventure, venir faire des petits boulots. Il faudrait que ceux qui viennent pour étudier naturellement puissent apprendre quelque chose. Sinon, il faut changer de paradigme quant à l'octroi des bourses étrangères. Donc, je veux dire, il faut peut-être inviter des Chinois, des Français ou autres à aller former nos gens sur place, puis d'octroyer des bourses à des gens qui, certainement, à 90% ne reviendront pas pour pouvoir mettre leur expérience en œuvre. Donc, je vais m'arrêter là, vu qu'on est pris par le temps. Merci et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher René. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Et la base de ce que vous dites, tant que nous ne nous ferons pas confiance en nous-mêmes, que nous devons créer le monde que nous voulons pour nous-mêmes, faire pitié n'a jamais aidé un continent, n'a jamais aidé un peuple. Nous disons que nous sommes riches. Ce sont les autres qui viennent exploiter nos richesses. Mais c'est pourquoi nous allons rester éternellement pauvres. Et donc, ce sursaut-là doit jaillir dans chacun de nous pour qu'on se dise qu'on peut mettre la ZLECAf et la faire marcher en Afrique. L'Afrique, c'est plus de 500 millions de personnes aujourd'hui. Et avec l'élection de Donald Trump, les Européens que vous êtes à pratiquement 500 et quelques millions. Les Américains sont à 380 millions. Mais aujourd'hui, j'ai vu des débats où les Européens se disent, mais pourquoi ne pas compter sur nous-mêmes? Quand est-ce qu'on organisera un débat, un colloque pour dire aux Africains, qu'est-ce qu'on fait pour compter sur nous-mêmes? C'est ce jour-là qui sera le jour de notre réveil. Et c'est ce que les dirigeants et les peuples africains doivent comprendre. Parce que si on lit notre destin,
au changement politique dans les autres pays ou bien au bon vouloir des autres continents, quel que soit ce qu'ils veulent, c'est d'abord leurs intérêts qu'ils vont défendre avant les nôtres. Et tant que l'Africain n'a pas compris, on va toujours être en train de patauger et en train de penser que le monde est méchant, alors que chacun ne fait que chercher sa part du gâteau. Et donc, vraiment, merci infiniment. Merci de réveiller cette réalité-là. On espère bien que nous, tous, partout où nous nous trouvons, on va prendre conscience et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Juste un dernier mot pour dire à tous ceux qui sont en France et que de se dépêcher, c'est le dernier moment, donc ce dernier week-end qui commence aujourd'hui même. Ceux qui n'ont pas eu le temps de faire leur enrôlement jusque-là, ils ont encore demain, samedi et dimanche pour pouvoir aller faire leur enrôlement. Et donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Bonne soirée à tous et bonne émission. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et bien les choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ok. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Ok, donc bonjour à toute la classe. Parents de Côte d'Ivoire, le FPI, le PPACI, le PDCI, COGEP, MGC, leader, société civile, droits de l'homme, avec leur propagation de faire soulèvement populaire. Vous voyez comment ces opposants propagandistes, intox, falsificateurs, usurpateurs, malfrats, malfaiteurs, brouteurs, braqueurs, faussaires, manipulateurs, réchauffés, médiocres, tentative de coup d'État avec leurs alliés maliens, burkinabés, Niger, Cameroun, nous parlent des talibans, les Libanais tout le temps, affaire des Libanais. Mais en réalité, c'est faux. C'est parce qu'ils ne veulent pas aller faire leur enroulement. C'est parce qu'ils cherchent toujours à faire du désordre. Hein? Ils veulent toujours faire du soulèvement. Et raison pour laquelle, ça veut dire la CNT. Là. C'est de ça qu'il s'agit pour les opposants de Côte d'Ivoire. Donc, cette histoire de enroulement, n'y comptez pas. Ne voyez même pas, parce qu'ils vont toujours faire du sabotage. Ils ont envoyé à Saleh Tiemoko Tiemé pour foutre le bordel sur TikTok. Parce que c'est sur ces paroles de soi-disant, j'ai découvert des étrangers dans la liste électorale là-bas, raison pour laquelle eux tous aujourd'hui, ils ont pris ça pour faire une propagande. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ils sont sur les Libanais. Même si on sait que les Libanais sont mauvais, maudits. Mais quand même, je vous dis que c'est des histoires, c'est du soulèvement populaire qu'ils veulent faire avec Soro Guillaume, avec leur groupe de malfrats, d'assassins, de violeurs, oui, des enleveurs, des kidnappeurs. Ils sont tous ça là. Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans les pays voisins. Donc c'est pas pour la Côte d'Ivoire là qui ne va pas être réel. Donc le Prado là, il est là pour notre vie. La jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous en supplie. Allez-y, inscrivez votre nom. Vous avez jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à la fin du mois, peut-être en Côte d'Ivoire, mais allez-y vous inscrire pour penser à votre vie, parce que la vie de vous, les jeunes de la Côte d'Ivoire, c'est plus important que pour les enfants des malfaiteurs, des brouteurs, des braqueurs, là, des voleurs, là. Vous comprenez? Vos vies sont très, très importantes, donc ne tombez pas dans leur chienlit de merde, là. Ces imbéciles d'opposants qui n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire et qui pensent voler l'argent de la Côte d'Ivoire pour transporter ça à l'étranger. Et puis comme ça, les enfants vont toujours jouer les boss dans la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Papa Ado, je t'en supplie, pardon. Il faut partager richesse là. Il faut partager. Parce que tu vois, l'argent qu'on dit que tu as volé là, l'argent qu'on dit que tu as détourné là. Pendant ce temps-là, c'est eux-mêmes là, tu payes les rentes viagères. Des faux députés de l'Assemblée nationale là-bas qui foutent rien du tout là. Qui se préoccupent pas réellement des problèmes des Ivoiriens là. Ils sont aussi payés gratuitement. De Soro Guillaume, le sanguinaire tueur d'Ibrahim Koulibaly là. Le tueur là, c'est lui qui allait faire cette saleté de projet à l'Assemblée nationale. Et puis aujourd'hui là, lui il est en train de gagner ça. Un assassin comme ça là, lui aussi il est en train de toucher cette rente viagère. Vous trouvez que c'est normal la jeunesse?
Je vous en supplie, allez-y vous enrouler. Parce que vos parents là, c'est les anciens temps, c'est des vauriens. Parce que beaucoup là, ils n'ont rien réalisé. Donc eux là, dans le désordre là, ça les fait avancer en âge aussi. Raison pour laquelle ils sont là, ils encouragent les gens comme les pagots là, à foutre la main derrière les Simon, derrière les faux Boga Sako, j'avais un groupe là-bas, consort de merde là. Mon éclaireur, c'est bon. Merci infiniment, cher maire. Merci de tout ce que vous avez dit. Il faut qu'on continue à conscientiser les gens, à savoir ce qu'ils veulent et surtout à leur dire de choisir d'abord leur bonheur avant de suivre des politiciens. Et c'est très important parce que c'est ce qui va leur permettre de donner un sens à leur vie. Et vraiment, merci infiniment d'être revenu là-dessus. On espère qu'ils vont comprendre partout où les gens se trouvent que c'est d'abord leur intérêt qu'il faut défendre. Vraiment, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci, mon éclaireur. Je vous en prie, cher maire. Allô? Bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Je vais bien et toi? Dieu Et la merci. famille? Dieu merci, tout va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Donc, on va Ok, vous merci. laisser. Comme on est pressé, je vais prendre la parole très vite. Ok, je vais dire bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire merci à Dieu encore pour ce vendredi. Vraiment, Dieu Moubarak à tous, qu'Allah exauce toutes nos prières et qui nous garde dans ses grâces. L'éclaireur, l'actualité est dense, mais je vais aller vite. Mais attendez, tu vois, là, nous, on n'est pas pressé, on attend le verdict. Après le verdict, nous, on va se prononcer. Mais il y a une chose que j'ai retenue, il y a une chose qui a attiré mon attention dessus, c'est que ce monsieur n'aime pas la critique. Et ce monsieur veut aspirer un jour à la présidence de la Côte d'Ivoire. Vous croyez, chers Ivoiriens, vous-même là, quand vous-même vous regardez là, vous savez quoi faire. Franchement, quelqu'un même qui ne veut même pas, il se promène sur les réseaux sociaux pour regarder ce qu'il est sûr pour porter plainte. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Qu'est-ce que les gens ne font pas de papa ado? Qu'est-ce que les gens ne font pas? Non, franchement, vous voyez, on est ensemble. C'est clair aussi, on attend le verdict de cette histoire et puis maintenant, on va bien se parler, Inch'Allah. Maintenant, comment on appelle ça? Concernant les stades du moi j'ai beaucoup de questions à te poser, mais je vais attendre dimanche. Parce que dimanche, c'est TikTok, on aura le temps de bien discuter. Mais il y a une chose qui est intéressante là-dedans, est que l'éclaireur, comme toi, j'ai constaté que quand Donald Trump parle maintenant, il réfléchit beaucoup. Ça veut dire qu'il sait qu'il doit partir. Il veut laisser quelque chose derrière. Est-ce qu'il va mal agir? On verra. Dimanche, j'aurai des questions à te poser. Maintenant, concernant l'opposition de la Côte d'Ivoire, là, l'opposition ne veut pas aller aux élections. Et ils savent ce qu'ils sont dedans. Mais tout ce que nous, on demande à nos militants et sympathisants, allez-y vous enrôler, on va aller aux élections. Quand vous dites que vous avez le président de la République, là, c'est dans les urnes. Et puis maintenant, ce qui se passe dans nos régions où nos cadres ne travaillent pas, mais ce n'est pas la faute des papas ados. Oui, il y a des élections qui se passent, les gens les élus, ils sont élus. Ce sont des élus des départements. Donc moi je dis, c'est la population elle-même là la question. Moi je n'accuse plus les cadres, j'accuse les populations. Mais actuellement on parle de présidentiel. Oui, on parle du président d'abord. Les cadres là, vous allez les gérer après. Parce qu'on vous donne le temps de les gérer, vous ne le faites pas. Donc moi je ne crois pas que la faute au président, il faut que vraiment la population me prenne ses propres responsabilités. Le président, je vais m'arrêter là en souhaitant bon dimanche à toute la Côte d'Ivoire, bon dimanche à nous tous les EPV, et vraiment que Dieu protège Papa Ado, beaucoup de santé, que Dieu protège tous ceux qui l'entourent de vrai cœur, et que Dieu protège nos forces de l'ordre, que Dieu continue d'avoir sa main sur la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, merci de te rendre. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci encore pour cette belle sortie. Merci surtout pour les prières et que Dieu puisse les agréer. Et je salue ici notre mère Martine Théa qui est là aussi. Et vraiment, c'est ça, le sens de la politique, c'est être capable d'aider ceux qui n'ont pas une forte possibilité de le faire pour eux-mêmes. Malheureusement, beaucoup qui se disent cadres n'ont pas compris cela. C'est leur propre promotion individuelle qui les intéresse. Et c'est aux populations même de mener le combat. Il faut les dénoncer, les désavouer. On est dans un moment assez critique et très important. Aujourd'hui, tu peux critiquer, ta vie n'est pas menacée. Mais hier, ce n'était pas comme ça. Demain, là, ça ne sera pas comme ça. Et donc là, il faut s'adapter à l'ère du temps pour obtenir ce que tu veux et pour tes intérêts.
il n'y a pas de honte à se battre pour ses intérêts. Chère population, vos cadres n'ont pas travaillé. Dénoncez-les, obligez-les à travailler. C'est l'essentiel. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va aussi s'arrêter là aujourd'hui et on va vous laisser faire la conclusion. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera encore un autre jour. Qu'il nous permette, le bon Dieu, d'être dans ses grâces et dans ses miséricordes. Et moi, je dis merci à tous et on se retrouve demain. Et chère mère, vous avez donc la conclusion. Merci bien, cher frère. Et quand Donald Trump traite l'Afrique d'un continent de merde, il a raison, puisque au lieu de chercher à faire évoluer l'Afrique, nous sommes dans des guerres inutiles entre nous. Nous sommes dans des conflits inutiles entre nous. Donc c'est normal qu'il nous traite de la sorte au fait. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège nous-mêmes et toi, les ton frères aussi. Que Dieu te donne beaucoup de santé, que Dieu veille sur toi et tous les EPV et que Dieu continue de donner beaucoup de santé à notre papa Ado pour qu'il puisse amener la Côte d'Ivoire où elle doit être et que Dieu nous protège tous. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Merci à vous de même. Je vous en prie.